Les leaders, j'espère que vous allez très bien. Ici, c'est le leader parfait. Comme nous l'avons annoncé ce matin, nous allons continuer à parler de blockchain, nous allons continuer à parler de Caripac. Et c'est l'opportunité en vogue. Aujourd'hui, tous les grands investisseurs, les grandes boîtes telles que Binance, les grandes plateformes font la communication depuis le lancement de ce blockchain. Donc ce bloc de chaîne, beaucoup de personnes en parlent, des institutions, ça crie un peu partout. Vous rentrez, vous tapez les informations, vous cherchez les informations en ligne aujourd'hui. Dans le domaine des cryptos, vous allez voir plein de commentaires, plein d'analyses, plein d'appréciations sur ce projet. J'avoue qu'après avoir fait le tour de différentes plateformes, je suis très séduit par ce projet. Et je pense que ça vaut la peine que vous et moi nous puissions en parler calmement. Après cette longue aventure que nous avons menée en commun, que nous avons menée ensemble dans ce domaine de crypto-monnaie. Alors, parler donc de blockchain, c'est de parler aussi de l'écosystème Caripac, qui est l'écosystème de référence de blockchain. Nous allons passer donc en revue le modèle économique de cet écosystème de Caripac. Alors, commençons donc déjà à nous poser la question sur la crypto-monnaie quand on parle donc de comment acquérir la richesse dans le domaine de la crypto-monnaie. Il faut se positionner, il faut se poser la question de savoir à quelle classe vous appartenez. Et quand vous prenez le domaine, globalement vous prenez le domaine de la crypto-monnaie, vous allez trouver 4 grandes classes des investisseurs. C'est-à-dire que quand on prend les investisseurs, ceux qui investissent dans les crypto-monnaies, vous trouverez notamment 4 grandes classes d'investisseurs. Si vous prenez généralement tout ce qui est accessible au grand public, c'est-à-dire que vous et moi, nous utilisons les dépôts, les retraits, les trading, les achats, les ventes et tout ça en crypto-monnaie et tout. La capitalisation boursière aujourd'hui des blockchains publics est de plus de 1,87 trillion de dollars. Les gars, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on crée une entreprise. Quand vous créez une entreprise, c'est pour se faire de l'argent. Quand vous êtes dans les affaires, c'est pour se faire de l'argent. Et je ne sais pas quel homme d'affaires conscient de la rentabilité de ce secteur peut hésiter à ne pas y jeter un petit coup d'œil. C'est quand même à plus d'un trillion. C'est quand même à plus d'un trillion de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est du lourd. C'est immense. Et quand vous prenez ceci, il faut savoir, si vous voulez bénéficier de ce secteur du marché, il faut savoir par où faire son entrée. Il faut choisir la bonne porte. Choisir la bonne porte, c'est de choisir de se positionner sur un très bon projet. Choisir de se positionner sur un très bon projet en crypto-monnaie, c'est de choisir de se positionner sur un très bon blockchain qui offre beaucoup d'opportunités aux développeurs. Alors, donc si nous venons donc de parler de 4 grandes classes d'investisseurs que nous pouvons retrouver dans le domaine de la crypto-monnaie, j'avais déjà dit que la question est de savoir à quelle classe vous et moi nous appartenons, n'est-ce pas? C'est la question la plus choquante. Quand vous vous posez cette question, vous commencez à vous chercher, à essayer d'aller dans tous les sens pour vous situer dans ce tumulte, dans ce, je sais pas, dans cette bousculade-là, où est-ce que vous allez vous positionner réellement? Alors, quand vous prenez les différentes classes des investisseurs, il y a des gens déjà qui constituent un petit cercle restreint qui investissent dans les blockchains. Là-bas, quand on vous demande déjà de l'argent, de donner 1000 dollars, de donner 10 000, de donner 100,
de donner 1 million de dollars pour investir dans un projet de construction, de création d'un blockchain, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui se positionnent très tôt. Si ça réussit, c'est bon. Si ça ne réussit pas, tant mieux. Ils se positionnent là-bas. La deuxième classe que vous allez encore retrouver, c'est ceux qui se positionnent sur les plateformes d'échange. Vous savez, quand on crée un blockchain, il y a souvent un écosystème qui l'entoure. Quand on parle d'écosystème, ça veut dire qu'il y a plusieurs systèmes. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Là, vous allez avoir les plateformes d'échange. Il y a certains qui se positionnent sur les plateformes d'échange. Eux, ils disent, nous allons mettre de l'argent. Nous allons mettre de la liquidité pour les échanges. Nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Et en récompense, on gagne ceci. Chacun investit dans le secteur qui lui permettra de gagner beaucoup plus. D'accord? Le deuxième cercle, vous allez voir des gens qui investissent dans le token, dans l'émission du token. Moi, je suis prêt à vous donner, par exemple, des milliards de dollars pour garantir le token. 15 millions, par exemple, que Nice Foundation a donné pour le CA. Je veux mettre une garantie pour le token, pour que le token soit solide, soit vu comme crédible. Donc, il y a des gens qui investissent dans le domaine de la fabrication, de l'émission, de la circulation, de tout ce qui concerne l'aspect du token. Il y a des gens qui se positionnent là-bas. Maintenant, il y a des gens qui se positionnent dans le cercle de système de stratégie. Comment est-ce que nous pouvons faire pour promouvoir ce que nous avons créé? Comment nous pouvons faire pour que cette monnaie soit adoptée par une grande communauté, une communauté plus large, plus importante que les autres tokens que l'on a connus. Donc, quand vous venez dans ce milieu, vous devez normalement vous positionner quelque part. Vous là, vous êtes où? Moi, je suis où? Nous sommes où? Dans tout ce que nous venons de citer, le cercle des gens qui financent, qui se positionnent, qui donnent de l'argent, qui soutiennent la fabrication, la construction, le développement des blockchains, je ne suis pas dedans, les gars. Moi, je n'ai pas des millions de dollars. Ceux qui sont encore derrière la fabrication, la construction, le développement des plateformes d'échange, non plus, je ne suis pas dedans. Dans le cercle des tokens, oui, je peux participer. Probablement que je peux faire le minage, je peux mettre un peu d'argent, mais également aussi dans le cercle de système de stratégie, je peux contribuer à l'élargissement du blockchain army. Je peux contribuer à l'agrandissement de la grande famille Caripact, c'est-à-dire faire connaître le projet. C'est-à-dire que quand au fur et à mesure que vous faites la promotion du projet, que d'autres personnes rentrent dans le projet et qu'ils s'arrachent des pièces, nous créons la rareté. Quand vous créez la rareté, ça veut dire que la monnaie devient de plus en plus chère. Quand ça devient de plus en plus rare, ça devient de plus en plus cher et nous pouvons spéculer là-dessus. Le prix va continuer par grimper. Et déjà, ça nous permet de nous positionner donc dans le secteur du cercle des tokens et des stratégies. Si vous voulez bien, bien sûr. Donc, si vous voulez bien, donc, nous pouvons nous positionner quelque part entre les deux ou bien sur les deux. Bon, ça, je me permets de répondre. Je me permets de répondre compte tenu de ma propre réalité. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit, poser la question de savoir où est-ce que vous et moi nous sommes. Et moi, je suis en train de dire ce que nous pouvons faire. Moi, je suis déjà positionné quelque part. Je me suis déjà engagé. J'ai mis un peu d'argent déjà. Je fais déjà le minage. J'ai acheté le Hashirate et je fais le minage du CA déjà. Vous allez découvrir quand je viendrai à faire une petite comparaison du CA par rapport au Bitcoin. Les gars, vous allez avoir la chair de poule. Moi, quand j'ai... Vous savez comment je fonctionne un peu. Quand on me parle d'un projet, je passe tout mon temps. Je suis très lent à réagir. Je fais le tout. Je m'en vais apprendre. Je m'en vais chercher pour découvrir. Et là, ce que j'ai découvert sur le CA, les gars, ça rassure. Ça donne un peu quand même de confiance. Un tout petit peu de confiance. Je ne vous dis pas de vous mettre à 100%. Ça dépendra de votre...
Ça dépendra de ce que vous allez décider. Si vous voulez vous y mettre, mettez-vous-y à fond. Ok, comme moi en fait. Alors, donc, je disais alors tout à l'heure qu'il faut passer un petit temps pour essayer de se poser la question combien les gens gagnent en réalité dans les crypto-monnaies. C'est ce qui nous a amené à voir toutes ces classes, où est-ce que vous allez vous positionner, etc. Maintenant, venons un peu à l'historique des cryptos. Venons un peu à l'historique de la crypto-monnaie avec la blockchain. Quand nous sommes venus au temps du Bitcoin, ok, c'est parce qu'il y avait une crise. Il y avait une crise, les gens déposaient leur argent. Il faut passer par la banque pour pouvoir faire le retrait, etc., etc. Donc, c'est du casse-tête, les gars. Et c'est dans cette crise que le Bitcoin est né pour proposer le P2P. Ça voudrait dire que vous et moi, nous pouvons faire des transactions sans aucun intermédiaire. Et là, ça résout un problème. Le problème de confiance que les États mettaient sur la table avant pour pouvoir garantir nos monnaies, pour garantir les monnaies fiduciaires, etc. Aujourd'hui, si vous avez les crypto-monnaies, si je vais envoyer à un individu X, il n'y a personne qui valide. C'est entre nous que nous allons faire cette transaction et cela a permis à cette monnaie d'avoir une croissance de plus de 50 millions de fois sa valeur initiale. Ça, c'est la valeur du départ du Bitcoin qui a été multiplié par plus de 50 millions de fois. Venons à l'Ethereum qui est présenté comme la deuxième génération de crypto-monnaie 2.0. La première génération étant le BTC, c'est-à-dire le Bitcoin. Alors, l'ETH, c'est-à-dire l'Ethereum est venu avec des smart contracts, c'est-à-dire les contrats intelligents. Ça également aussi, c'est pour résoudre, c'est pour fournir des solutions par rapport à un problème existentiel. Là, la valeur initiale de l'ETH a été multipliée par plus de 16 000 fois. Mais le prix des transactions au niveau du Bitcoin et au niveau de l'Ethereum sont chers. Vous qui avez utilisé blockchain, l'application blockchain, vous vous rappelez quand on faisait des trucs de P-Trompé, on faisait les trucs de patati patata où on était rentré avant. Mais vous payez très cher en frais et des fois vous avez le Bitcoin, vous devez attendre parce que la fluctuation peut aller très loin et vous allez payer très cher au point où la valeur que vous avez achetée va diminuer. L'Ethereum est venu à proposer quelque chose, c'est encore cher. Mais le BNB a dit non, moi je vais connecter plusieurs plateformes, plusieurs blockchains publiques et je vais proposer des frais un peu moins chers. De là, on est allé à où? Ça a multiplié la valeur initiale de cette monnaie native du BNB fois 9100 fois. Aujourd'hui, nous avons une application qui s'appelle, nous avons un blockchain qui s'appelle le botchain. Le bot est venu avec toutes les applications, tout ce que le Bitcoin peut faire, le bot fait. Tout ce que l'Ethereum peut faire, le bot fait. Tout ce que le BNB peut faire, il propose. En plus de ça, on a également aussi, en plus du réseau blockchain public, de tout ce que nous avons vu, patati patata, on a le réseau algorithme modulaire, c'est-à-dire qu'on a l'intelligence artificielle. On a les choses que les gens peuvent faire pendant 1 an, 2 ans, 2 mois, 4 mois, 5 mois. Vous pouvez le faire en un seul clic. La structure est déjà là. Mais le prix est encore moins cher. Et en plus de ça, ça réunit toutes les plateformes, les blockchains, ça connecte les autres blockchains. C'est-à-dire que tout est en module, c'est définitivement modulaire. Aïe les gars, ça va cartonner. Et en plus, le mieux encore, c'est que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, les gars. À combien vous pouvez estimer la croissance du CA? Ok, nous allons revenir pour l'autre partie après. On peut mettre un petit point, n'est-ce pas? Pause. On reviendra après.